Nous voilà en charge de la restitution, qui est jamais un moment très évident, parce que dans les ateliers, généralement, ça discute beaucoup, il y a les idées qui fusent, et puis tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme élément synthétique qui nous permettent de restituer tout ce qui s'est dit dans un atelier qui était déjà très animé. Donc je reprends les thèmes. Ici, on est vraiment sur l'émergence, sur l'idée. On a discuté un petit peu ce matin sur comment on arrive à faire mûrir cette idée pour arriver autre part. Ici, on est sur la consolidation, donc plutôt comment les administrations se mettent en place pour accueillir cette idée. Sur l'atelier 3, c'était la concrétisation, c'est comment on travaille sur les formes que prennent le groupe, donc de collectifs, associations, scopes, etc. Et les enjeux qui sont derrière, les enjeux de développement qui peuvent se déployer. Et puis le quatrième, un petit peu différent sur sa thématique, était sur le numérique, qui était une question qu'on souhaitait aborder dans le texte et qu'on n'avait pas pu concrétiser. Donc là, ça va nous servir d'appui pour la suite. Alors, sur l'émergence, donc, on n'a pas trouvé de personnes pour restituer. Donc, ce qu'on a fait, on a listé quelques conditions d'émergence des initiatives, et puis on a fait quelques recommandations. Donc, la première recommandation, c'était de sortir des cadres. Donc, on a réussi à faire des cadres et à mettre des choses dedans, et puis après, j'espère que les personnes qui ont participé à l'atelier pourront sortir du cadre pour expliquer pourquoi on en est arrivé là. Donc voilà, donc sur les conditions d'émergence, ce qui s'est dit a tourné autour des lieux, des personnes, des réseaux en fait. C'était un petit peu ça l'idée. Les conditions d'émergence, c'était la question des rythmes et du temps. Du temps et des rythmes. C'est-à-dire l'échelle de temps est continue, toujours de la même manière, mais les rythmes sont très différents entre le rythme de l'habitant, le rythme des structures publiques, le rythme des élections. Et du coup, la question, une des conditions, c'est de réussir au maximum à se donner le même rythme chacun pour aller dans la même direction. Il y avait la question de la rencontre, de la première rencontre qui était très importante. C'est quelles conditions on organise pour créer ces occasions de rencontre. C'est des rencontres qui peuvent se jouer dans des lieux, au cours de rendez-vous. On peut se donner des prétextes pour se rencontrer. Et ces lieux ou ces rendez-vous doivent permettre justement d'avoir suffisamment de confiance pour que chacun puisse discuter ensemble et se rencontrer. C'est à cette occasion qu'on crée du collectif et qu'on passe de l'idée ou de l'idée individuelle à une idée plus collective. Donc vient effectivement cette question de la confiance. Je passe rapidement dessus, la confiance et l'écoute. Et il y a une question de se décentrer des résultats immédiats. Donc on était sur l'exemple d'un Repair Café. L'objet du Repair Café, c'est de réparer des objets, certes, mais c'est aussi de créer des rencontres. Et du coup, c'est comment on arrive à évacuer le résultat attendu qu'est la réparation d'objets, par exemple, pour en arriver à créer des occasions de rencontres. Et finalement, la structure publique, ce qu'elle n'a pas intérêt à faire, c'est à ne quantifier que le nombre d'objets qui ont été réparés au final. Et finalement, regarder un petit peu plus en amont ce qui s'est passé, ce qu'a provoqué ce type d'action. Voilà, et une autre question, c'est comment on arrive, une condition d'émergence, c'est comment on arrive à ouvrir son réseau, alors réseau des professionnels, réseau des autres associations, réseau de connaissances, justement pour faire gagner du temps et des paliers dans le développement de l'idée vers le projet et montrer qu'en fait, en côtoyant des personnes, des compétences, des ressources, eh ben, on arrive à améliorer son projet et donc à le faire vivre. Donc ça, c'était les conditions d'émergence des initiatives qu'on a essayé de donner dans un schéma de recommandations avec la première rencontre et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et une réflexion sur plutôt les lieux qui a dévié vers les personnes et vers les équipes et le réseau, avec justement quelles sont les recommandations qu'on fait. Donc sur le lieu, ça peut être un centre social. Par contre, si ce centre social, il faut qu'il y ait une confiance, une écoute. Donc voilà, on vous a listé pas mal de choses que je ne vais pas répéter, parce que vous voyez qu'il y en a quand même pas mal et qu'on est en fin de journée.
Mais il y avait cette volonté de lier un lieu avec des questions de confiance, d'écoute, de posture, de bienveillance, et puis des équipes qui sont formées pour justement ce premier accueil. Voilà, et donc vous voyez, on est sorti un petit peu des cadres, et il y avait une expression qui a été employée qui me paraît pas mal, c'est une philosophie globale du territoire. C'est une philosophie de la rencontre globale sur le territoire qui permettrait de voilà, faire émerger les initiatives, les idées de chacun. Alors sur le réseau, je ne vous fais pas le bilan de ce qui s'est dit, si j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ce qui est important dans le réseau, c'est vraiment de faire des rencontres en direct. Donc je pense que tout le monde a un petit peu assez des rencontres en visio. Donc un retour aux fondamentaux, faire se rencontrer des acteurs qui sont de futurs coopérants ensemble, ça paraît assez intéressant, justement pour pouvoir les aider à formaliser le projet, aller plus loin dans le projet. Et puis, on avait une petite réflexion, c'est qu'on était tous en train de parler de formation, et finalement, on disait que c'était peut-être un parcours de la déformation qu'il fallait faire, parce qu'on est tous formés à des cadres réglementaires, à des habitudes, etc., et que finalement, c'est peut-être le parcours de la déformation qu'il nous faudrait. Voilà, et puis dernière intervention, on est parti sur quel lien on peut faire aux administrations publiques, et c'est pas aux administrations publiques de travailler sur ces questions-là. Donc là, je laisse la parole à notre deuxième atelier. Dans notre atelier, donc, nous étions sur la question de la consolidation et donc la question des moyens humains, financiers, de gouvernance pour soutenir les initiatives. Donc ça se place effectivement plutôt du côté des administrations, du côté des professionnels. Alors, passer le petit temps de réappropriation des témoignages de ce matin, nous avons essayé de répondre à la consigne qui nous avait été fixée, de trouver quelques recommandations à formuler pour consolider donc, les initiatives. Et donc, nous en avons tiré 3 à 4 propositions que nous n'avons pas eu le temps de schématiser ni de dessiner, excusez-nous. La première, eh bien, ce serait de démultiplier les espaces, les lieux, les temps de rencontre. Donc ça fait totalement écho à ce que tu viens d'évoquer, Pierre-Édouard. Alors ces espaces, ces lieux, ces temps de rencontre, eh bien, pour partager les idées, mais aussi maintenir la relation, identifier les besoins, trouver des réponses à ces besoins aussi. Et là-dessus, on a évidemment des exemples qu'on a pu évoquer ce matin de tiers-lieux, mais aussi de maisons du projet qui peuvent être autre chose qu'une maison de présentation de la maquette, qui peuvent aussi accueillir ou s'installer dans des lieux où il y aura d'autres espaces qui favorisent la mise en lien et les rencontres entre les différentes initiatives. Oui, c'est ça. Et sur la deuxième, c'est ça, le deuxième pour axe. Cela, voilà. Pour cela, un axe a été abordé sur la question de l'ingénierie à disposition et suffisante pour pouvoir accompagner et maintenir ces initiatives. Et de permettre en tout cas de consolider l'alliance locale et de raccrocher au tissu associatif lorsque voilà les... Ah pardon, le masque et tout, c'est permettre en tout cas de soutenir les initiatives, et ça passe forcément par une mise à disposition aussi d'ingénierie qui était aussi dans l'esprit d'être en capacité d'aller vers les habitants et aussi de créer une relation de confiance et de proximité avec les porteurs d'initiatives. C'était aussi en lien avec ce que tu disais sur la question de la formation. Alors nous, on n'a pas parlé de déformation, mais dans l'idée, c'était quand même ça qui était abordé, la question d'accompagner aussi les porteurs, les citoyens qui ont la volonté de s'investir, dans le sens les outiller, mais aussi la formation aussi des professionnels, des cadres, des élus, qui peut-être aujourd'hui, on est peut-être trop sur une relation un peu asymétrique, dans l'idée aussi d'être en capacité d'accueillir cette mobilisation citoyenne et de la rendre possible. Voilà. Et en ce sens, on peut aussi s'appuyer sur des dispositifs qui permettent
de renforcer justement une relation symétrique. Alors on est revenu sur les projets d'initiative citoyenne, dispositif régional, mais il n'y a pas forcément que celui-là. Mais effectivement, ce dispositif permet à la fois de soutenir l'initiative par l'habitant, pour les habitants, et il renforce aussi par ricochet la mobilisation des habitants du quartier par leur simple participation aussi au projet ou au temps fort, par exemple. Donc voilà, une question de renforcer encore l'essaimage de ces dispositifs, la bonne connaissance à destination des porteurs d'initiatives pour qu'ils trouvent des moyens à la hauteur de leurs idées. Et puis pour finir, eh bien pour tout ça, il nous faut aussi pouvoir décloisonner. L'effet de la politique de la ville, voilà, on disait que c'est vrai là on est dans un cadre où c'était pas de manière très spécifique, ou en tout cas exclusive, la politique de la ville, mais néanmoins il y a pas mal de moyens qui sont dédiés, et on a vu quand même qu'il y avait quand même quelques plus-values sur certaines orientations qui permettent la mobilisation citoyenne. Et en ça, un élément important, c'est la question de l'effet levier et d'aller mobiliser aussi les autres services, les autres compétences, et que dans ce cadre-là, c'est de travailler aussi sur de nouvelles pratiques clairement décloisonnées, avec du coup des perspectives beaucoup plus larges, et ça au service des projets, des habitants, pour aussi faciliter, consolider et peut-être amener les porteurs à structurer leur action, leur volonté, dans l'idée, voilà, que ça ait vraiment une efficacité, un rayonnement beaucoup plus important sur les territoires. Et c'est aussi la question de la durée à moyen terme et à long terme. Voilà, je crois que je pense qu'on a tout dit. Voilà. Je propose à l'atelier 3 de prendre la suite. Nous avions pour mission, nous, de répondre à la thématique, la concrétisation, comment faire vivre les initiatives dans la durée. Donc on a fait un tour de table, on a pas mal échangé sur la thématique, on est parti un peu large. Donc je vais essayer de résumer ici, même sans feuille. Nous, on est parti aussi du principe qu'une fois qu'on avait consolidé le projet, il y avait l'idée que ça puisse se poursuivre dans la durée. Donc déjà se poser la question, est-ce que tout doit forcément continuer aussi dans la durée, parce que les envies d'agir, elles peuvent vouloir s'arrêter aussi à un moment donné. Il y avait l'idée de la continuité, en fait, de la transmission qu'il pouvait y avoir au sein même d'une association ou même d'un porteur de projet qui était le leader sur un projet, une thématique qui avait réussi à rassembler du monde et qui part, et donc qui peut aussi faire tomber le projet, comme aussi un technicien dans une collectivité qui portait, lui, à bout de bras ce projet-là et qui s'en va et qui part. Et donc là aussi, ça pose la question de comment transmettre, comment capitaliser aussi ça, le départ d'un leader dans une initiative ou d'un technicien qui était très investi sur ce sujet-là. Donc ça pose cette question-là, de la continuité de la relation et puis de l'accompagnement aussi de manière générale. Une fois qu'une idée se développe, on est d'accord que ce n'est pas forcément le statut associatif qu'il faut et que ça peut aussi évoluer. On l'a vu avec Mathieu, qu'il y avait d'autres aussi formes qui existaient pour se structurer, qui peut être les scopes aussi, où il y a des mutualisations de moyens, des mutualisations financières, et donc le statut change aussi en fonction du projet. Enfin, c'est aussi la vie d'un projet. Quoi d'autre? Donc voilà, on voit les modèles de SIC, scope. Il y avait aussi, du point de vue de la collectivité aussi, d'avoir des nouvelles formes, et je pense que ça a été un peu dit sur l'atelier d'avant aussi, des nouvelles formes d'accueillir l'initiative et que ce soit plus forcément un appel à projet très cadré avec des codes, avec des sigles, mais qu'on laisse aussi un peu plus de place pour le porteur d'initiative et sans forcément l'obliger à se structurer en statut associatif. Donc il y avait aussi cette idée-là. D'être un peu plus souple, voilà, cette question d'innover en fait pour répondre à ces nouvelles formes de participation. Parce qu'on partait forcément avec son point de vue, la CCI va vendre ses dispositifs, un centre social va forcément parler du statut associatif, mais parce que voilà, il n'y a pas forcément non plus d'autres solutions que celles qu'on connaît. La question de réorienter aussi pour pouvoir pérenniser, parfois aussi nous, professionnels, on peut être aussi au bout de sa limite en termes d'accompagnement, et c'est de pouvoir aussi se dire sa place de technicien de collectivité, c'est peut-être pas d'accompagner jusqu'au bout à la création d'un premier emploi dans un statut associatif. Ça peut aussi être le rôle des têtes de réseau ou des autres dispositifs d'accompagnement qui existent, pour prendre le terme dispositif.
Donc il y avait cette idée de s'articuler autant en collectivité aussi et les réseaux, enfin de faire aussi avec ce qui existe déjà sur le territoire sans forcément multiplier toutes ces offres entre guillemets d'accompagnement. Ouais, on parlait du parcours du combattant aussi, donc d'essayer de faciliter ça, mais ça a été dit par le groupe d'avant sur la mise en réseau en fait à tous les niveaux, en interne d'une collectivité, mais aussi nous au sein de nos postures professionnelles, enfin voilà, d'assaut, voilà. J'espère ne rien oublier. Il y avait cette notion aussi de pouvoir tester son activité, de faire vivre les initiatives, mais c'est aussi au démarrage un peu du projet, mais de pouvoir, on parlait de ces formes-là, de pouvoir accueillir une initiative et sous le statut juridique, c'est pas très clair ce que je dis, pardon, qu'un porteur de projet puisse être hébergé juridiquement par une autre structure, ce qui permet de tester son activité en fait, et de voir aussi, de pouvoir tester quel est son mode de gouvernance, quel est son statut et son modèle économique, et ça permet aussi de se réorienter pour répondre à la question du statut juridique, pas forcément sur de l'associatif. Voilà, donc la question de l'accompagnement qui est primordiale pour du matériel, pour le suivi d'une personne, la mise en réseau, tout ça, ça permet aussi de pérenniser une initiative. Et encore une fois, comme on le disait, ça peut aussi s'arrêter, quoi. Et c'est pas grave non plus, c'est aussi la vie d'une idée, quoi. Et on partait aussi avec l'idée que même pour la personne, elle a expérimenté ce que c'était aussi l'envie d'agir, donc elle repart aussi elle avec quelque chose, même si ça profite pas forcément au territoire, ça profite au moins à la personne qui a lancé cette idée-là. J'espère avoir été fidèle à nos échanges. Pour le dernier atelier qui était un peu effectivement non pas à part, mais en tout cas dans le groupe de travail qu'on n'avait pas forcément abordé, qui est venu s'inviter à la fin en disant que cette question du numérique était importante à creuser. Le point de départ, c'était quoi? C'était de se dire aujourd'hui, les outils numériques sont de plus en plus accessibles et de plus en plus ouverts à des fonctionnalités nouvelles. L'outil numérique aujourd'hui, les plateformes, elles vous permettent de donner votre avis, de commenter des propositions, d'interpeller, de co-construire, de voter, de participer à une étude, etc. Donc, technologiquement, aujourd'hui, ça ouvre des possibles qui n'existaient pas il y a 4-5 ans. La deuxième chose, c'est que les outils coûtent beaucoup moins cher. Il y a 10 ans, vous vouliez créer un site internet qui permette des fonctionnalités un peu collaboratives. Vous deviez passer par un prestataire. Aujourd'hui, il existe des formules dites open source, où il y a des développeurs qui s'y sont collés depuis des siècles et qui mettent à disposition le code qui vous permet d'y travailler. On s'est appuyé sur 2 expériences qui sont pour l'instant pas encore des expériences concrètes et mises en ligne. On est au stade de l'élaboration. Une dans laquelle Marine Dory du mouvement associatif travaille, qui est une plateforme d'accès à des ressources numériques plutôt orientées justement pour les citoyens et les associations. En gros, c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir pour voilà, être citoyen à part entière. Donc, il y a tout un travail qui a été mis en place sur comment on va, en partant de l'utilisateur et différents parcours d'utilisateurs, construire du contenu. Donc aujourd'hui, cette plateforme, elle est en version bêta, où elle va être mise en ligne à partir de décembre, si je me souviens bien. Ça a amené un certain nombre de questions, notamment de te dire, une fois qu'elle va être en ligne, l'idée c'est que ça vive et qu'on puisse alimenter, enrichir cette plateforme. Et s'est posé la question de savoir, mais comment vous avez prévu de modérer les contenus, d'animer ces plateformes, de vérifier la véracité, la précision des informations, etc. Donc, toute une dimension d'animation de ces outils qui est nécessairement à prendre en compte. Et deuxième expérience sur laquelle on a un peu discuté, qui est une deuxième plateforme qui devrait être, qui est aussi pour l'instant pas mise en ligne, qui a un nom qui est tout à fait alléchant, Citoyens en commun, qui vise notamment, et donc c'est Simon qui nous en a parlé, du CRAGEP, qui a pour but notamment 2 fonctions principales: permettre aux citoyens de faire des propositions sur les politiques publiques d'État. Pas inintéressant. En tant que citoyen, j'aurais vraisemblablement des choses à dire sur, je sais pas moi, l'éducation nationale, ou etc. Et une deuxième fonction qui serait de pouvoir mettre à disposition aux collectivités ou aux associations cet outil pour qu'ils puissent développer leur politique de participation citoyenne numérique ou digitale. Il y a eu pas mal de questions là-dessus en disant oui, mais
Où est-ce qu'on peut intervenir? Jusqu'où? Est-ce que, en tant que citoyen, je peux dire ce que je veux? Qui va modérer? Voilà, on a eu ce débat-là. À partir de ces deux expériences et d'autres qu'on a évoquées, la question qui nous était posée, c'était de se dire à quelles conditions on peut faire du numérique, entre guillemets, un vrai outil de participation citoyenne. Il y a deux principes d'action qui ont été posés d'emblée, c'est de se dire, ne nous trompons pas, le numérique ne peut être qu'un outil ou qu'une modalité d'une politique plus globale de participation citoyenne. Si on est simplement en disant, c'est ce que disait notre chercheur tout à l'heure, si je lance un budget participatif, ça ne fait pas une politique publique de participation citoyenne. Ça n'en est qu'un outil. Donc ça, c'est important en termes de positionnement à rappeler. Deuxième chose, et ça nous renvoie à nos grands classiques de l'échelle de la participation qu'on a tous en tête, c'est d'être clair sur l'utilisation de l'outil numérique, sur à quelle échelle je suis amené à participer. Est-ce que l'outil numérique que je vais utiliser, il me permet simplement de donner mon avis sur, voilà, est-ce que je suis satisfait de la gestion municipale d'accueil de loisirs, ou est-ce que je vais être amené avec cet outil-là à proposer un point de vue qui va être pris en compte pour améliorer une politique publique, ou est-ce que je vais pouvoir voter ou décider? Donc cette échelle-là, il faut très clairement qu'elle soit explicite au départ. Si je vais me connecter à un outil en disant on me demande de participer et que je ne sais pas ce qu'on me demande, ou alors c'est simplement une manipulation pour m'informer de ce que la ville fait et d'aucune manière de participer, on risque de tuer l'idée même de participation. Ça nous amène très techniquement à préciser d'emblée les règles du jeu. Quand on dit préciser les règles du jeu, ça veut dire les écrire. Qui peut participer, à quelle échelle, pendant combien de temps, sur quel sujet, jusqu'où, et surtout, quelle va être l'utilisation de ma contribution. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est un des éléments qui a été bien posé comme condition, il faut bien traiter l'information. Si on a 14 000 personnes qui interpellent ou qui font état de problèmes de salubrité dans le logement, à un moment, c'est sympa de pouvoir le dire, mais c'est de pouvoir dire « Ok, on a entendu, voilà la réponse que l'administration publique, que la collectivité ou X ou Y ou l'association va donner. » Donc l'idée de transparence, d'assurer une fonction de retour, elle est essentielle dans les outils numériques. Ça ne peut pas être uniquement des chambres d'enregistrement, d'avis, de discussions, etc. Ça renvoie aussi à la nécessité d'emblée d'inscrire ça dans un schéma de gouvernance, pour dire un gros mot, c'est-à-dire à un moment, se dire est-ce que les élus, les techniciens, comment ils vont traiter ça, où ça va se discuter dans un comité de pilotage et quelles décisions ça va donner. Donc on revient finalement aux fondamentaux de la participation dans une version numérique. Et ça, c'est une condition qui a été posée aussi, c'était de se dire, pour enrichir la participation, il est nécessaire à un moment de pouvoir croiser ce qui peut se dire dans des réunions publiques, dans des ateliers X ou Y, dans le cadre de dispositifs dans une maison de quartier ou autre, pour venir consolider un avis citoyen sur un projet, sur une problématique, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fondamental. C'est un outil parmi d'autres d'une politique de participation citoyenne. Ça nécessite d'anticiper des conditions de retour, de transparence, de gestion de traitement des retours et d'une animation, et que tout ça, ça doit être défini en amont. Vous ne pouvez pas changer les règles du jeu en cours. Vous ne pouvez pas dire « Ah ben oui, ça veut dire que je vous avais demandé votre avis, mais finalement, c'est simplement une information qu'on vous proposait de faire à travers l'outil, la plateforme numérique, le chat ou ce qu'on veut. » Et dernière chose, du côté, entre guillemets, aussi utilisateur, il y a des conditions matérielles qui ont été rappelées.
Il faut pouvoir évidemment penser des outils de manière intuitive, adaptée. Ça nécessite aussi plutôt le recours à des principes, des méthodes agiles où on va tester avec des utilisateurs l'outil, le faire évoluer dans le temps. Et se former aussi à l'usage, c'est-à-dire qu'effectivement, savoir s'en servir, disposer du matériel, mais comprendre aussi ce qu'on demande quand on invite des gens à participer à travers un outil numérique ou digital. Voilà un petit peu où on en était de nos échanges dans ce 4e atelier